Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous quotidien sur Equinox Télévision. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été débarqué suite à un mouvement populaire à Bamako. Un mouvement populaire accompagné par des militaires qui ont pris le pouvoir et mis en place un comité national pour le salut du peuple, CNSP. Pour les putschistes, le président Ibeka n'était plus en mesure de garantir le respect de la Constitution, l'intégrité territoriale, entre autres. Ils évoquent des questions non seulement de sécurité, mais aussi de gouvernance, des libertés, une mauvaise gestion de la pandémie de la Covid-19, entre autres. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako entendent organiser une transition politique civile avec le soutien de toutes les forces vives de la nation et même des amis du Mali, la CEDEAO, la force Barkhane, la MINUSMA, le G5 Sahel, entre autres. Au bout du processus à temps, on devrait avoir des élections libres et transparentes permettant de remettre le pouvoir au peuple souverain. Un président de la République élu depuis seulement 2 ans est débarqué suite à un mouvement populaire, le peuple étant fâché avec la gouvernance de son chef d'État. C'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox soir de ce mercredi 19 août 2020, le docteur Khalil Ndassa. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie Duval et je profite également de cette occasion pour vous dire merci à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox et je dis également merci aux copanélistes d'avoir honoré le rendez-vous. Docteur Ndassa, vous êtes enseignant de droit privé? Oui, exactement. Au département de droit privé, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Oui, département de droit privé fondamental. Département de droit privé fondamental. Oui, je vous en prie. Et en face de vous, votre collègue, le docteur Luison Issoma. Docteur, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Equinox TV. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes. Vous savez, les questions de démocratie, de gouvernance sont celles qui me semblent les plus sensibles et c'est un plaisir d'être là pour essayer de les analyser et éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes enseignant de droit public au département de droit public, c'est à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci infiniment d'être là. Merci. Salmon Bias, bonsoir. Bonsoir Duval, merci bonsoir à mes copanélistes, un bonsoir particulier au docteur Luison Issoma que je connais depuis plusieurs années à l'Université de Douala. Et je profite pour dire un bonsoir aussi à un téléspectateur averti de la chaîne Equinox depuis Stuttgart, c'est Kemal Charmant. Donc actuellement, il est scotché, il est en train de regarder la télévision du monde au-delà de l'image. Merci Salomon Bias, vous êtes militant du MRC, c'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un parti politique d'opposition au Cameroun. Et en face de vous, Jean-Claude Fils, Youth, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Duval. Merci d'être là. Merci de toujours inviter et convier le RDPC sur le plateau d'Equinox ce soir. Bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Communicant du RDPC également. Docteur Ndassa, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que la situation actuelle au Mali est une situation qui vous surprend? Merci Duval pour cette question. Je dois d'entrée de jeu dire que la situation qui se passe au Mali ne me surprend guère. Et tous les signes étaient réunis pour laisser croire qu'on aboutira à cette situation. Il faut convoquer rapidement quelques causes qui ont justifié la situation chrysogène dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il y a des crises lointaines sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. Il y a des causes médianes sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. Mais je voudrais m'appesantir sur des causes immédiates qui ont justifié en quelque sorte la débarque d'Ibrahim Boubacar Keïta. La première chose, au-delà de toute chose, il faut rappeler que le mouvement du 5 juin, à la faveur des élections législatives qui ont eu lieu il y a 3 mois au Mali, déjà que personne n'a compris pourquoi il s'est obstiné à organiser les élections législatives, malgré, n'est-ce pas, la Covid-2019. Le prétexte était tout trouvé, n'est-ce pas, pour différer l'organisation des élections. Mais son coup étant déjà minutieusement tissé, il s'est obstiné à aller aux élections. Et comme si cela ne suffisait pas, la Cour constitutionnelle lui étant acquise, il a entériné. Il y a des élections qui étaient grossièrement
à sa défaveur, mais qui ont été retournés en la faveur, n'est-ce pas, d'Ibrahim Boubacar. Oui, à ce sujet, une trentaine de députés, 31 précisément, voilà, qui étaient élus, mais dont les résultats ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Voilà, donc à cause donc de cette situation-là, à cause de l'invalidation, n'est-ce pas, des résultats, je crois qu'une trentaine, n'est-ce pas, des résultats, il y a un groupe hétéroclite qui s'est mis en place, un groupe hétéroclite composé, n'est-ce pas, des leaders religieux, des leaders politiques, des chefs de la société civile, des maîtres religieux. Au lieu de... Et puis moi j'ai coutume de dire qu'on ne répond jamais à la barbarie par la barbarie. Parce que il avait la possibilité, n'est-ce pas, de s'en sortir facilement. Mais en lieu et place, la réponse qu'il a opposée plutôt à la réaction au petit mouvement, qui n'était même pas encore un mouvement irrédentiste d'une grande envergure, il a opposé plutôt la baïonnette, il a opposé plutôt le fouet, il a opposé plutôt le régime. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations qui ont eu lieu le 10... D'où le régime qui a été baptisé le mouvement du 5 juin, un mouvement réformiste qui appelait purement et simplement au départ, n'est-ce pas, d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu des tractations. Il y a à un certain moment, on se souvient même que le 10 juillet, il y a des concessions qui avaient été faites, allant dans le sens de la libération préalable, n'est-ce pas, des personnes qui s'étaient fait arrêter dans le cadre de ce mouvement. Mais M. Ibrahim Boubacar Keïta, vous savez, quand les dieux veulent vous perdre, ils vous rendent fou. Et je crois que c'est ce qui s'est produit avec lui pour dire que s'il faut juste s'appesantir sur les causes immédiates de la... On a vu arriver cela. On a vu arriver. On a vu arriver en quelque sorte le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Docteur Wilson Essomba, il faut conclure quoi? Que le président est mal entouré? Pourquoi cette obstination pour finalement jeter l'éponge? Duval, c'est justement avec vous que nous avons fait l'émission du Centre Ancel de débat. Et je l'avais prédit, peut-être dans une option prophétique, dit-on, je l'avais prédit. Et vous vous rappelez de cette émission où j'ai dit Ibrahim Boubacar Keïta ne va pas résister à la pression du peuple. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent aujourd'hui que le peuple, c'est la source souveraine du pouvoir. Et quand le peuple décide, justement, de ne plus vous consacrer cette légitimité, de ne plus vous accorder ce crédit, et que ce peuple est la source du pouvoir, ça devient donc compliqué. Et je l'avais prédit à votre émission et c'est tombé aujourd'hui. Vous vous rendez compte que tout était réuni, et ça je rejoins mon collègue Khalil qui le souligne avec pertinence, tout était réuni pour que Ibrahim Boubacar Keïta puisse tomber de cette manière. Et je vous l'avais dit ce jour que à un moment donné de l'histoire, on va se rendre compte que les éléments qui ont fondé l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta étaient articulés sur la sécurité. La sécurité, autant la sécurité et les questions de sécurité sanitaire, parce que justement, il y avait la Covid-19 qui sévissait. Et Ibrahim Boubacar Keïta avait construit justement son électorat, ses motivations sur la préservation de la sécurité et la restauration de la paix. On s'est rendu compte que une fois qu'il a été élu, il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris. Justement, le peuple a oublié que les politiciens s'adossent sur des éléments, sur un principe qui est le principe de ce que le mandat impératif est nul. C'est-à-dire, tout dirigeant, tout candidat qui vous dit votez pour moi et je vais vous construire des maisons, je vais vous ramener la paix, une fois qu'il bénéficie de ce statut-là, il n'est plus obligé de respecter les promesses dues. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui que le peuple malien est sérieusement fâché et est allé sur la rue pour dire nous avons élu M. Ibrahim Boubacar Keïta sur des éléments de ce, sur les motivations de ce que il allait nous ramener la paix, il allait rétablir le tissu économique fondamentalement détérioré, il allait lutter contre la corruption et on se rend compte que tous les éléments qui ont motivé son élection n'ont pas été respectés, d'où aujourd'hui on voit la sortie du peuple et accompagné par les militaires. On va revenir peut-être sur la question des coups d'État. Vous savez qu'en réalité, le coup d'État, en vertu de la charte africaine, de la gouvernance, de la démocratie et de l'élection, est un mode non conventionnel. C'est d'ailleurs une méthode qui est sérieusement contestée parce qu'elle piétine le fait de ce que le pouvoir vient du peuple. Et vous savez également que le revers de la médaille, c'est que le coup d'État est important lorsque celui-ci restaure la démocratie et sauve l'État.
dans le cas de l'espèce, on voit comment la population accompagne l'armée républicaine dans la restauration, non seulement de la démocratie, mais aussi de la restauration de l'état de droit et sauver l'État aussi. Autrement dit, un coup d'État peut être légitimé. On revient là-dessus. Oui. Salomon Béas, quel est le regard que vous portez en tant que militant politique sur la situation actuelle au Mali? C'est un regard objectif, un regard très progressif, au vu du schéma qui se construit aujourd'hui avec toutes les politiques qui se mettent en place pour le développement de la démocratie. Le professeur Louison Essomba a eu beau jeu de décréter avec brio les structures qui meublent la démocratie. Alors la démocratie étant un idéal et l'objet pour la construction des États libres, transparents, que nous construisons en tant que politiques au quotidien, nous devons veiller à ce que la démocratie puisse exister. Et aujourd'hui au Mali, c'est la démocratie qui a triomphé. Je vais vous le démontrer. Parce que le docteur Louison Essomba disait... Mais là, on parle d'un président de la République qui a été élu il y a seulement 2 ans. C'est là où je qui suis est débarqué et vous dites qu'il y a la démocratie. Effectivement, je suis en train de vous dire. La première institution qui existe dans un pays, c'est le peuple, c'est le citoyen. Alors, on se bat souvent à ramener celui-là au dernier niveau de l'échelle de la société en brandissant de façon abyssale les institutions qui, elles, n'ont pour rôle que d'aller dans le sens d'améliorer les conditions de la première institution du pays qui est le citoyen. Au Mali, il s'est passé que la démocratie a été piétinée. Pourquoi? Parce que dans un pays où il n'y a pas de transparence en matière électorale, dans un pays où la corruption est accrue et a envenimé tout le tissu de l'État au point de discréditer celui-là qui est la première institution, c'est-à-dire le citoyen, à ne pas être capable de se positionner sur l'avenir de sa nation, il y a problème. Nous nous rendons bien compte, et le docteur Khalil l'a bien dit, tout part. On pourrait dire la cause immédiate de ce putsch est que, effectivement, à la veille d'une élection législative forcée, comme ça a été le cas au Cameroun, avec la crise post-électorale, où le gouvernement camerounais a forcé l'élection législative, ça a été le cas là-bas au Mali, où le président de la République, constatant qu'il est en défaveur sur l'échiquier national, a forcé une élection et a mis un maillage pour que les résultats soient en sa faveur. Et je vais vous dire, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est que le leader de l'opposition, Simaïla Soussé, a été enlevé en pleine campagne électorale. Cette manœuvre a été orchestrée, aurait été orchestrée par IBK. Parce que ceux qui ont les formations le savent, dans le seul but de discréditer le peuple du choix qu'il avait opéré pour faire passer quelqu'un que le peuple n'a pas choisi. Et nous savons bien ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel avec ce qui a été... Au Conseil constitutionnel au Cameroun ou au Mali? Au Mali. Parce qu'il faut... Comparaison n'est pas raison, mais je voudrais dire, le cancer qui est au Mali peut tirer ses métastases du Cameroun parce que c'est deux chemins qui peuvent être lus sur un seul angle. Je pense que le professeur Louison Essomba ne va pas de mentir, il est neutre sur ce plateau, il aura beau jeu de décrypter comme un scientifique ces deux événements parce que, étant sur ce plateau, je suis politique camerounais, j'ai l'obligation d'être citoyen du monde et je fais un parallèle parce que je pratique la politique de Kwame Nkrumah qui voudrait que tous les pays africains puissent converger dans le même objectif. C'est pour ça que je pense que si le Mali est en difficulté, moi-même étant au Cameroun, je suis interpellé. Et c'est pour ça que sur ce plateau, je commente l'actualité du Mali et par corrélation, je pourrais interpeller les gouvernements camerounais sur ce qui pourrait arriver au Cameroun s'ils ne font pas attention parce qu'au Cameroun, la démocratie est piétinée. Je profite pour dire à ceux qui tiennent les leviers du pouvoir que ce qui se passe au Mali risquerait de se passer ici si jamais ils n'interpellent pas dans le fond et en compte les principes de la démocratie qu'ils ont bâillonnés depuis pratiquement 38 ans. Louison Essomba ne se sentait pas influencé par les salamalek de non, pas du tout. Jean-Claude Viziout, quel est le regard que vous posez en tant que politique sur cette situation au Mali? Est-ce que vous comprenez le parallèle que fait Salomon Béas avec le Cameroun? Je pense que le MRC nous a déjà habitués à être hors sujet habituellement, donc c'est pas nouveau pour nous. Nous allons d'abord nous appesantir sur le cas du Mali et ensuite maintenant, lorsqu'ils le voudront, nous ferons un parallélisme de forme parce que nous ne craignons pas le débat. Je pense que c'est le MRC qui nous a habitués au boycott et au vote face. Bon, en ce qui concerne le cas du Mali,
nous sommes très préoccupés parce que vous connaissez le niveau des relations que le Cameroun entretient avec ce pays, frère et ami, le Mali. Et il y a de quoi être très préoccupé et être inquiet vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, les fondamentaux même de la démocratie sont en train d'être bafoués. Quelle qu'en soit la revendication, il n'est jamais de bon temps d'imaginer les coups d'État qui vont être à l'origine maintenant de la détermination de la gouvernance ou bien même de la gérance d'un État ou d'une nation dans le cadre d'une démocratie. Les uns les autres doivent toujours s'inquiéter à chaque fois où on dit que le civil a perdu la main et que maintenant force est revenue à l'armée pour pouvoir gouverner. Nous les civils, nous devions condamner cela et fermement. Et nous nous félicitons aussi d'une observation. Que le président Ibeka a démissionné de ses fonctions. Donc, ce qui veut dire qu'il pouvait très bien aussi rester en continuant à réclamer légitimement qu'il a été bel et bien le président légitimement et légalement élu par les Maliens en 2018 sur la base du programme de société qu'il a présenté au peuple malien et qu'il a été bien élu. Je n'ai pas suivi une contestation ou bien une crise post-électorale 2018 de l'après-élection malienne. Première chose. Deuxièmement, il a fait un premier mandat de 2013 à 2018 qui a été sanctionné par maintenant sa brillante réélection en 2018. Mais c'est justement là toute la question. Comment un président qui a été élu, je vais dire pratiquement plébiscité, en 2018, 2 ans après, se retrouve débarqué comme ça par le peuple? C'est là où nous nous posons des questions parce qu'en réalité, nous avons tous vu une radicalisation. Les uns les autres sont partis d'une revendication en ce qui concerne l'élection partielle pour certains coins de certains députés de la nation malienne à une radicalisation d'une revendication du vote des députés à demander directement le départ du président Ibeka. Donc, cette corrélation était inquiétante parce qu'en réalité, si on vient d'élire un président de la République en 2018 sur la base d'un projet de société, pour pouvoir gouverner, il doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, voulant donc mettre maintenant sur pied son programme, je ne suis pas en train de dire que je suis un défenseur du président Ibeka, mais nous voulons que les uns et les autres sachent que la légitimité, la légalité doit toujours régner par rapport au coup de force. Et souvenez-vous que les propositions de la mission de la CEDEAO qui ont abouti sur le plan même d'une conclusion assez consensuelle ont été balayées et refusées radicalement par l'opposition. Donc, c'est là où on se pose la question de savoir que pourquoi cette radicalité, pourquoi même lorsque la CEDEAO s'est investie à vouloir ramener la paix, les uns et les autres qui avaient sûrement un agenda caché, ont décidé de radicaliser le mouvement et de faire en sorte que le Mali puisse en arriver là aujourd'hui. Donc, c'est tous ces éléments-là qui prêtent. Mais nous pouvons tout simplement souhaiter que très rapidement, tel que la CEDEAO, et nous nous félicitons du fait que ce soit la position de la France, l'Union européenne, les Nations Unies, se sont alignés sur la fermeté de la CEDEAO qui a condamné le coup de force et a demandé à ce que la légalité constitutionnelle soit celle qui doit être rétablie. Je voudrais répondre avec votre permission, Duval, puisque c'est un homme politique qui a la parole. 10 secondes et puis je donne la parole. 10 secondes, effectivement, je demande pardon à mes deux co-panélistes, puisque quand le RDPC parle, il raconte n'importe quoi, j'ai le devoir et l'obligation de restaurer la vérité. Effectivement, Monsieur Youth ne comprend pas pourquoi Ibeka, après 2 ans, a été débarqué, tout simplement parce que il est dans la mouvance du RDPC qui utilise la force et la violence pour se perpétrer au pouvoir. Nous n'allons pas oublier qu'après les revendications pacifiques qui ont émaillé le processus électoral de 2018, que nous connaissons, où le ministre de l'administration territoriale a apporté les faux observateurs de Transparency International pour crédibiliser la forfaiture au Cameroun. Je ne vais pas noter les représentants du MSC et les autres partis politiques d'opposition qui étaient molestés dans des bureaux de vote et les autorités, ça veut dire les CAM et le MINAT qui étaient restés purement et simplement bouche cousue. C'est que je respecte Ibeka dans sa position parce qu'il a compris que quand le peuple... Le président Ibeka a dit, je ne veux pas que du sang soit versé pour
me maintenir au pouvoir. Effectivement, c'est sur ces paroles-là que je félicite le président Ibeka parce qu'il a compris que le peuple, le citoyen est la première institution et s'il doit gouverner, alors c'est la volonté du peuple qui doit primer, contrairement à votre président de la République au Cameroun qui était prêt à sacrifier toute une nation pour se maintenir au pouvoir et nous voyons où le Cameroun est aujourd'hui. Docteur Dassa, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qui a primé de votre point de vue? Salmon Béas, lui, il parle de complicité. Hein? Il pense qu'il y a une complicité, qu'il y a un complot qui a été ourdi contre le président Ibeka depuis, parce que malgré les concessions qu'il a faites, il y a eu comme une sorte de radicalisation des partis. On se souvient qu'au terme de la publication des résultats contestés, pendant que le président cherchait des issues de secours, notamment, il a décidé par exemple de balayer la Cour constitutionnelle. Il a pris un certain nombre de mesures qui étaient considérées comme fortes, mais l'opposition est restée campée sur ses positions, à savoir que le président Ibeka doit démissionner. Il lui parle d'un complot qui a été ourdi, et Salmon Béas, lui, il insiste sur le fait que c'est un président qui était illégitime et on peut comprendre pourquoi aujourd'hui il est débarqué. Oui, je voulais revenir sur certains aspects qu'il a eu à soulever, notamment par rapport à la démission d'Ibeka. Je voulais rappeler rapidement que Ibeka n'a pas librement démissionné. Ouais. Il y a été contraint. Parce que démissionner, il s'agit d'un gentleman agreement, c'est-à-dire pour éviter qu'il ne perde la face, n'est-ce pas, devant les putschistes. Donc il n'a pas librement démissionné. Parce que s'il fallait qu'il démissionne, il aurait fait démissionner. Et d'ailleurs, sur cette question, la CEDEAO s'était fermement opposée à la demande de démission qui était proposée par l'opposition. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'était la clé et au-delà même de cela, c'est-à-dire qu'au plus fort même de la crise, il y a eu des propositions, des concessions même qui avaient été suggérées à Ibeka. Il était question qu'il intègre, n'est-ce pas, dans un gouvernement d'union nationale, les membres même de l'opposition. Il n'a pas accédé, n'est-ce pas, à toutes les propositions de la CEDEAO. C'est pour cette raison que je pourrais dire qu'il s'est délégitimé tout seul. Et par rapport à la situation, n'est-ce pas, qui arrive aujourd'hui au Mali, il ne faudrait pas négliger l'aspect historique même qui justifie en quelque sorte la situation. Le Mali aujourd'hui est au niveau on parle de la Troisième République du Mali, mais il y a eu 4, n'est-ce pas, chefs d'État qui ont été presque tous débarqués par la force. Le premier président même du Mali, de l'histoire du Mali, c'est Modibo Keïta, qui est débarqué par Moussa Traoré en 1968. Donc, le Mali est indépendant comme le Cameroun en 1960. Modibo Keïta, qui est en quelque sorte le père, n'est-ce pas, du Mali, il est débarqué par la force, ou bien à la suite d'un push par Moussa Traoré, qui était un lieutenant, n'est-ce pas, de l'armée à l'époque. Moussa Traoré, qui a été l'un des plus grands dictateurs en son temps, c'est-à-dire par rapport à la répression même des étudiants, qui a fait florès autour de 1990. Il part également par la force à la suite, n'est-ce pas, du passage, n'est-ce pas, d'Amadou Toumani Touré. Et il y a eu un intervalle qui a été assuré par Amadou Toumani Touré de 91, je crois 91 à 92, d'où qui a connu l'arrivée de Alpha Oumar Konaré. Le règne de Alpha Oumar Konaré est l'un des plus paisibles parce que c'est Alpha Oumar Konaré qui inaugure même la démocratie au Mali. Parce que c'est à la suite même de l'arrivée de Alpha Oumar Konaré arrive après, n'est-ce pas, des élections démocratiquement organisées. Et ça a duré 10 ans. Je crois, 92, n'est-ce pas, à 2002. Et Alpha Oumar Konaré, il est parti sans problème. Mais après, il a été remplacé par, je crois, Amadou Toumani Touré. Et il y a également eu le règne de Amadou Toumani Touré, qui a duré sensiblement, n'est-ce pas, 10 ans. Mais l'un des coups d'État, jusqu'à présent, que je n'arrive pas à comprendre, c'est le débarquement, n'est-ce pas, d'Amadou Toumani Touré. Parce qu'il avait manifestement fini son règne et il avait dit officiellement qu'il ne se représenterait plus. Un mois avant les élections, il y a eu la progression des djihadistes. Dans le nord du Mali. Voilà, l'armée s'est sentie affaiblie, ce qui a justifié l'intervention, n'est-ce pas, de la France, je crois, en 2012 et 2013. Et il y a eu un intérim qui a été assuré par... C'est que certains considèrent comme étant l'un des coups d'État les plus bêtes. Voilà, les plus bêtes. C'est à ce moment que Yahya Sanogo prend le pouvoir. Il a su un intérim, n'est-ce pas, de 4 ou 5 mois. Lui-même qui est remplacé par un civil, Djankouda Traoré, qui a été débarqué toujours par les putschistes. Après, il y a eu des élections au terme desquelles on a vu l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, à qui on prédisait un très bel avenir, parce qu'il a fait ses études à la Sorbonne, il parlait très bien, il a fréquenté les grands milieux et autres. Personne ne lui prédisait le sombre destin qui lui a été réservé, n'est-ce pas, ces jours. Plus tard, c'est un monsieur qui s'est embourgeoisé, c'est un monsieur qui a transformé, qui a le pouvoir, qui a rendu le pouvoir en quelque sorte,
on a assisté à une gestion patrimoniale, n'est-ce pas, du pouvoir. On lui faisait tous les reproches concernant son fils Karim Keïta, à qui on prédisait déjà le destin présidentiel, qui a fait son entrée dernièrement à l'Assemblée nationale et autres. Donc il y a eu beaucoup de frustration dans la société malienne. L'extrémisme, notamment avec la chute de Gaddafi en 2011, les armes qui circulaient partout. Et il y a un aspect également qu'il ne faut pas ignorer. Le Mali a pour superficie 1 200 000 km², c'est-à-dire à peu près 3 fois plus grand que le Cameroun. Et pour une population de 19 millions d'habitants. Et l'emprise même de l'État, c'est rien qu'à Bamako et dans quelques États. On peut encore au sud du Mali. Sikasso et peut-être Mopti et Ségou. Et au-delà, n'est-ce pas, de cela, c'est le no man's land. C'est contrôlé par des rebelles et autres. Donc du coup, quand vous êtes dans cette situation de rapport de force essentiellement faible, il faudrait composer avec tout le monde, il faudrait composer avec la société civile, il faudrait avoir un langage, il faudrait avoir un discours qui donne la possibilité à tout le monde, à tous les enfants, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas, de participer à la construction. Il y a un leader, pour finir par là, Ismaël Ouagé, qui a dit après ce push que nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité, n'est-ce pas, du pays. Toutes choses qui pourraient nous permettre d'organiser dans un délai raisonnable des élections libres et transparentes. Donc, j'ose croire que peut-être les Maliens ont pris la bonne direction. Docteur Louison Essomba, au finish, qu'est-ce qui peut avoir influencé cette situation actuellement? Est-ce qu'il faut y voir la prééminence de la malédiction historique telle que développée par le docteur Khalil Nassa, ou il faut prendre en compte les causes qui ont été évoquées par les putschistes? Je rappelle qu'ils ont indiqué que le président Ibrahim Boubacar Keïta n'était plus en mesure de garantir le respect de la Constitution, l'intégrité territoriale, il y a eu des contestations électorales, qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'épidémie de la Covid-19, qu'il y avait des problèmes d'insécurité avec des attaques, notamment dans l'extrême nord, la corruption, la gabégie. Finalement, qu'est-ce qui a déclenché la situation? Duval Tanner, mon très célèbre collègue, a planté le décor historique. Je voudrais peut-être rester dans la même logique pour indiquer que, est-ce que vous savez que le Mali a posé les bases de la protection des droits de l'homme depuis 1215 avec la charte de Mandé. Soundiata Keïta. C'est-à-dire qu'au même moment que la grande charte de Jean Santerre en Grande-Bretagne. Donc vous pouvez imaginer que c'est un pays qui, historiquement, est un pays de référence en Afrique en termes de protection, de promotion des droits de l'homme. Mais la question que vous posez est pertinente et m'amène à vous dire qu'on ne sait pas quelle est la fièvre ou quel est le syndrome de malédiction aujourd'hui qui prend le Mali. Parce que je veux vous indiquer que c'est quand même un pays dans lequel on voit une succession de présidents. Ils ont pratiquement 5 présidents. Je crois, si on compte bien à partir des décomptes, ça veut dire qu'ils ont au moins 5 présidents. Ça veut dire que le principe de l'alternance, qui est un élément fondamental de la démocratie, est fortement implémenté de ce côté. Comment vous appelez ça? Alternance ou instabilité politique, finalement? Non, c'est d'abord une alternance. C'est d'abord une alternance. Ça veut dire que quand on peut avoir des chefs d'État qui se succèdent et qui n'appartiennent pas au même bord politique, on peut déjà penser là à une alternance politique. Or, vous savez qu'en réalité, la transition démocratique, c'est lorsque ça se fait entre les différents membres d'un même bord politique. Et là, on a quand même vu des présidents qui se sont succédés venant de plusieurs bords politiques. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la démocratie, telle que définie historique d'antan par Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, semble aujourd'hui ne plus être une définition d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie se définit comment? C'est-à-dire c'est un gouvernement du parti majoritaire au pouvoir sous le contrôle de l'opposition avec l'arbitrage du peuple. Et maintenant, quand le peuple ne peut plus arbitrer, ça devient compliqué. L'arbitrage va se muer, va passer du peuple aux militaires. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui l'action militaire au Mali. Et donc vous ne voyez pas le complot? Non, moi je ne vois pas le complot. Je ne vois pas le complot. Et je le disais tout à l'heure dans le propos que j'ai tenu en prolégoménal, que lorsque un dirigeant est porté au sommet de l'État pour des promesses qu'il aurait faites au peuple, et dès lors que ces promesses ne sont pas respectées,
Écoutez, le peuple a l'obligation. Vous savez que même la Constitution consacre le droit de la résistance à l'oppression. Et même les mécanismes de contrôle aujourd'hui, puisque nous sommes dans un État démocratique, on permet au peuple, justement, de pouvoir, même si le terme du mandat n'est pas arrivé à échéance, de pouvoir contrôler cette activité politique et rentrer dans les rues à travers les actes de pétition ou les actes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la population qui entre dans les rues. Et je vous l'avais dit à l'émission 237, le débat, qu'il y a des images qui ne trompent pas en démocratie. Quand le peuple rentre dans la rue et manifeste et demande de manière ouverte et solennelle le départ du président de la République, ce sera bien difficile pour lui de continuer de résister à l'appel du peuple. Jean-Claude Fissiout, sur les raisons qui ont été évoquées par les militaires qui justifient ainsi leur coup d'État, quelle est votre lecture? Mais nous, on est toujours très inquiets parce que si vous avez recensé pratiquement au lendemain de l'ensemble des pushs, les militaires vont toujours vous dire c'est au nom du peuple que nous avons repris la main et c'est pour rendre très rapidement la main une fois de plus au peuple. C'est parce que véritablement... Non, mais c'est pour vous dire que si on entre dans cette phase-là, on n'en sortirait jamais. Ça voudrait dire qu'à chaque fois où un peuple va se prononcer, va élire ses représentants, on va toujours dire, oh ben, ok, si une frange n'est pas d'accord, on organise un putsch et on dit phase transitoire, gouvernement de transition, dans 1 an, dans 2 ans, et le temps qu'ils payent leur effort de guerre, 4 ans, et ensuite on dit on a encore relâché. Non, tous les démocrates doivent condamner les putschs. Et je pense que la CEDEAO est claire là-dessus. Et lorsqu'on est en train de faire ici le bilan du président Ibeka, qui vient de prendre un mandat en 2018, et qui était en train de renouveler une assemblée nationale pour pouvoir gouverner, et il lui restait 3 années, mais franchement, est-ce qu'il était temps opportun de dire que il a échoué dans le cadre de son mandat parce qu'il n'était même pas mis par contre de son mandat? Mais Jean-Claude, dites-moi, lorsque vous avez des gens qui se plaignent, je veux dire avec cette liste de difficultés évoquées, on parle de contestation électorale, on parle de la gabegie, de la corruption, d'une justice corrompue. Quand un peuple se retrouve dans une situation comme celle-là, où il a le sentiment que le président à qui il a donné mandat pour présider à sa destinée n'arrive plus à respecter ses engagements, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il croise les doigts 3 ans et il attend que le mandat s'achève pour opposer un vote de sanction, c'est-à-dire désigner un autre chef d'État. Il fait quoi? Mais sur le plan républicain des lois fondamentales, les juristes sur ce plateau sont formels là-dessus, je pense bien. On nous attribue un mandat à un président de la République et on lui donne le temps et les moyens et les outils nécessaires pour pouvoir dérouler le projet de société qui le porte donc à la magistrature suprême. Sauf si on n'est plus dans la compréhension démocratique. Si on trouve que le mandat est long, on va modifier la loi fondamentale au niveau de l'Assemblée nationale et ensuite peut-être même entériner par référendum. Ça, ce sont les canaux de la démocratie. On ne débarque pas un chef d'État en cours de mandat. Si tout le monde décide de le faire, comment parleront-on de stabilité dans un pays? Comment parleront-on de stabilité? Il y a des réformes qu'on peut dire qualifiées d'impopulaires, mais qui peuvent s'avérer être importantes. S'il y a quelque chose à regretter, depuis que le président Ibeka a pris le pouvoir en 2013, c'est le plan de la sécurisation du Mali. Il n'a pas pu réinstaurer la souveraineté de l'État, c'est-à-dire de l'État malien véritable depuis Bamako jusqu'à l'ensemble du territoire. Mais quand le président Ibeka dit que je ne veux pas que du sang soit versé pour maintenir au pouvoir, c'est une façon peut-être de reconnaître implicitement qu'effectivement le peuple a repris sa souveraineté et qu'il est respectueux de cette décision du peuple-là. Moi, je pense qu'une fois de plus, et je vais continuer à saluer cette position. Parce qu'en réalité, nous avons vu le printemps arabe. Nous avons vu des gens qui ont pris le pouvoir au lendemain du printemps arabe, avec des millions de citoyens qui étaient en route. 6 mois plus tard, la même population était obligée dans certains pays de ressortir parce qu'en réalité, c'était comme s'il y avait une confiscation de leur révolution. C'était comme si ceux qui montaient ont eu à connaître un syndrome d'autre chose qui ressemblait au copier-coller de ce qu'ils ont connu auparavant. Donc c'est pour vous dire que dans ce cas du printemps arabe, justement,
Il faut aussi rappeler que le président tunisien qui avait été débarqué venait également d'être élu à plus de 90%. Oui, mais donc c'est pour vous dire qu'il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on est en train de nous dire que le gouvernement va être mieux géré à partir du fait qu'on a compris les notions de la révolution. Parce que après tout, un certain nombre de choses se remettent en place et la population se sent comme si elle est flouée, comme si on a confisqué ou bien comme si on a volé sa révolution. Et c'est pour vous dire que l'idéal ici pour une population, c'est lorsqu'elle a donné un mandat, c'est de laisser libre cours au gouvernement de travailler. Et il y a des mécanismes de sanction, de contrôle, de vérification de l'action gouvernementale. Par exemple, ce même peuple pouvait voter comme un seul homme et ne pas donner la majorité présidentielle aux institutions législatives au président Ibeka. Et de là, il devait être obligé d'avoir un gouvernement de cohabitation. Ici, nous continuerons à dire que le point sécuritaire, le point des conditions de vie des Maliens, le point même où certains Maliens ont l'impression qu'ils ne sont étouffés dans leur propre pays, qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ont l'impression que c'est plutôt l'étranger qui gouverne au Mali. C'est beaucoup plus... C'est pas suffisant pour débarquer les chefs de l'État. Non, mais je dis que pour dire que c'est suffisant, dans le cadre d'une démocratie, on débarque un chef d'État à l'élection présidentielle. Au niveau d'une élection régulièrement organisée. Je comprends que M. Youth, quand il prend la parole, il ne peut pas faire allusion au Cameroun parce qu'effectivement, la démocratie telle que définie par le RDPC ne rejoint ni la définition d'Abraham Lincoln, ni de l'éminent émérite Dr Luison Essomba qui est sur ce plateau. Dans les deux cas, le RDPC est sous la plaque. Il ne rejoint nulle part. En réalité, je vais vous définir la démocratie telle que le RDPC. La démocratie telle que le RDPC, je vais vous dire, ce sont des faits. Et les faits sont sacrés. La démocratie telle que le RDPC, c'est le détournement des deniers de fonds publics, c'est le vol électoral, et j'ai des preuves en 92 et en 2018, c'est le pillage systématique de la fortune publique, avec la mort économique de toutes les entreprises. Je vais citer la CAMEL, la SNEC, la Régie FECAM et tout l'ONCPD que vous avez tué. C'est ça la démocratie selon vous. C'est pour ça que vous ne prouvez aucun remords à arrêter un monsieur comme Maurice Kamto, avec plus de 1000 militants, aller jeter à Kondengui, aller faire pisser dessus pour le simple fait de faire asseoir votre hégémonie illégitime. Vous n'avez pas mal quand vous faites ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Oui, mais sauf que dans ce cas-là, le peuple n'est pas descendu. Je vais vous expliquer. Quand Ibeka dit, et je respecte, il dit, je constate, je ne peux pas laisser couler le sang. Parce que le peuple a pris position. Alors, je me dédouane de la forfaiture pour laquelle je me suis plongé. Monsieur Biya aurait pu faire ça en 2018. Pourquoi? Au nord et au sud, nous sommes à près de 12 ou 13 000 morts. Et hier encore, avec ces faux chiffres on décapitait les gens. Une fois de plus. À Yaoundé, les gens ne dorment plus. Ça fait 2 jours que j'étais à Yaoundé. Quand le banc pète quelque part, on dit que c'est une bombe. Nous vivons en état d'alerte. Les gens ne sont plus en sécurité. Nous avons toute une économie d'un pays qui est plombé par la faute des politiques que vous mettez sur pied qui ne construisent pas, qui ne gouvernent pas et qui ne font que détruire le Cameroun. Vous vous obstinez au pouvoir en utilisant les manœuvres inhumaines de torture et de vol électoral, à l'occurrence, l'achat de conscience et les militants de Transparency International que vous avez appelés pour assouvir et accompagner aux informaticiens que vous avez pris pour tailler sur mesure les 71% que vous avez fièrement adoubé à M. Biapol alors qu'il n'a que fait 15 minutes de campagne. C'est pour ça que ça me fait mal. Je me définis aujourd'hui comme un citoyen du monde. Salomon. Et la question malienne m'interpelle. La question camerounaise aussi. Et je suis en train de dire que ce qui s'est passé au Mali... Dans le cas du Mali, Jean-Claude indique que le peuple... J'espère que j'ai restitué exactement, a violé la Constitution, puisque quand le peuple a donné un pouvoir, il doit attendre la fin du mandat pour décider. C'est pour ça que j'ai dit, il ne sait pas, il ne comprend pas la démocratie à la RDPciste, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la théorie de la séparation de pouvoir, qui place le pays dans des strates où il y a l'exécutif, qui a les contre-pouvoirs législatifs
et judiciaire, les lobbies de pression et les partis politiques de l'opposition qui veillent à ce que la régularité du fonctionnement de l'État soit posée. Alors, la démocratie selon le RDPC, c'est qu'en fait, si vous faites le hold-up électoral, si les gens veulent contester votre façon de gérer parce que le pays n'avance pas, vous tirez sur eux, confrères Célestin Djammen et Maître Ndoki. Alors, si les gens veulent encore passer, vous les empêchez de soutenir des thèses de doctorat parce que ce sont des militants du MSC, confrères Okala et Bodé. Et même quand ils veulent aller plus loin, vous les interdisez de se marier. Il y a quand même un droit de réponse. Je suis en train de dire que quand que vous définissez la démocratie, M. Biya devait démissionner du pouvoir. Pourquoi? Parce que M. Biya Paul n'a pas gagné les élections en 2018. Je pèse mes mots. Il n'a pas gagné les élections. Le peuple camerounais s'est exprimé là-dessus et il a été bâillonné. Les Camerounais ont peur. Et ils sont restés sur leur faim. C'est ce que nous réclamons depuis, que le contentieux post-électoral soit soldé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons un peuple qui a peur, que parce que le pouvoir a envenimé toute la sphère politique et que personne ne peut revendiquer. Mais ils ne savent pas s'arrêter, les gens. Pourquoi que c'est légitime? 10 secondes et puis je donne la parole. Oui, c'est-à-dire, nous ne sommes plus là au niveau de revenir 2018, refaire le film. Nous venons même de connaître une élection en février 2020 dont ils ont boycotté. Je ne sais même pas de quoi ils nous parlent ici. Et en plus, ils sont allés dans toutes les instances juridiques du monde. Ils n'ont jamais pu prouver. L'Union africaine attend encore vos PV. Nous attendons les 32 PV aussi. L'Union africaine attend encore vos PV pour pouvoir justifier de votre victoire. Nous attendons aussi les 32 PV du Conseil constitutionnel. Et autre chose encore. Ils sont allés également au CPI et tout, avec un mensonge, un tissu de mensonges. Heureusement qu'à chaque fois, il existe de la lucidité dans le cadre de ces instances. Je ne sais pas si la honte existait. Parce que le MRC devait déjà être parmi... je ne sais pas si... respecter les auditeurs. Permettez aux auditeurs d'apprendre. Sinon, on n'est pas venu se quereller. Donc, vous parlez, on vous écoute et nous aussi, nous donnons notre droit de réponse. Soyez donc maintenant... Permettez aux auditeurs également de comprendre qu'il y a une autre possibilité parce qu'en réalité, le MRC est en train juste de nous démontrer que c'est un parti des réseaux sociaux. Point. Alors que vous n'avez pas du tout... Sur la question du rôle du peuple exactement dans une démocratie, quelle est votre lecture? Parce que Jean-Claude estime que le peuple qui a donné le mandat peut le retirer, mais selon des indications qui sont contenues dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Salomon Bias pense que ce peuple-là, à tout moment, peut retirer son mandat. Oui, effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qu'il a dit, mais je voudrais rapidement lever une équivoque. Je ne peux pas être sur ce plateau, être caution, même passivement, n'est-ce pas, des déclarations graves qu'il a tenues, qui n'engagent que lui. Et je voudrais dire également que nous sommes dans un état de droit qui s'appuie sur certains piliers, que ce soit sur le plan légal, que ce soit sur le plan légal et institutionnel. Donc je ne peux pas me permettre, parce que mon silence laisserait croire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je voulais rapidement relever que je suis en déphasage complet avec les développements qui ont été les siens. Voilà, pour revenir à la question qui était la vôtre, est-ce que le peuple peut donner le pouvoir et le retirer? Effectivement, sur le plan formel, c'est-à-dire que lorsque le peuple donne le pouvoir, le docteur Luisan a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, d'une espèce de mandat impératif. C'est-à-dire qu'il n'est plus question pour... Mais il y a des mécanismes qui permettent, c'est-à-dire des mécanismes qui sont prévus par la loi, parce que lorsqu'on est dans un état de droit, tout devrait se passer, n'est-ce pas? Non, comme si on était dans une espèce, n'est-ce pas, d'état de nature. Mais il est possible que le peuple fasse preuve d'une espèce d'indocilité en ne respectant pas. Et à ce moment-là, on pourrait parler d'une espèce de crise de légitimité qui peut aboutir effectivement au renversement, n'est-ce pas, du pouvoir. Et c'est pour cette raison, pour revenir à la situation du Mali,
je voulais rapidement relever quelque chose. Il faudrait même pas se cacher là. IBK a été lâché par la communauté internationale. Il a même été lâché par la France, dont on sait... On a remarqué que la CEDEAO, à un moment donné, a essayé de le sauver. Puisque l'opposition, à un moment donné, avait exigé qu'il démissionne. Oui, mais la CEDEAO a estimé qu'il a été encore en mandat. C'est un sauvetage de façade, puisqu'on sait effectivement que s'il fallait sauver IBK, c'était par la CEDEAO, n'est-ce pas, de le sauver. Et vous savez que dans la CEDEAO, c'est un conglomérat ou bien un regroupement, n'est-ce pas, de plusieurs États qui ont des intérêts divergents. Je pourrais même parler d'un conglomérat hétéroclite. Donc, pour revenir à cela, c'est-à-dire que les intérêts qui sont ceux peut-être du Ghana ne sont pas forcément ceux qui sont, ceux du Nigeria ou bien de la Côte d'Ivoire. Docteur Issoumba, rapidement, quelques secondes avant qu'on... Oui, j'ai justement voulu souligner que ABK me rappelle... IBK, voilà. Ibrahim Boubacar Keïta me rappelle exactement feu président Ahidjo. Vous savez, Ahidjo démissionne le 4 novembre 1982 à 20h23 et il avait encore 3 ans devant lui. C'est-à-dire que le mandat, il avait encore plus 3 ans, mais il a démissionné. C'est pourquoi la démocratie sans culture démocratique n'est que ruine de la démocratie. C'est pour dire que, en réalité, Amadou Ahidjo démissionne parce que dans le comité restreint, où avait assisté justement Paul Biya, Samuel Ebois, Maïka Nobien, donc il leur dit ceci: seriez-vous content que pendant que je fasse un discours, je me coule et je tombe? Voilà. C'est l'État qui sera tombé. On développe cela tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, je vous prie, messieurs, de retrouver Cédric Noufélé pour les grandes articulations de l'édition de 20h. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons encore de la situation au Mali, ce pays qui traverse une zone d'incertitude après ce coup d'État militaire et la confirmation de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles sont les réactions de la communauté internationale? Comment ce pays vit-il au rythme des coups d'État depuis de nombreuses années? Élément de réponse dans un dossier consacré à cette actualité internationale. Nous ferons également le point sur l'enlisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, en pleine crise sécuritaire, avec la recrudescence des violences meurtrières. Des membres du gouvernement élite de ces deux régions veulent faire croire que la sérénité est de retour et annoncent le retour des chefs traditionnels en déplacement depuis de nombreux mois à Yaoundé. Vous le savez, ils avaient quitté leur chefferie, craignant pour leur vie. Alors que la recrudescence des violences meurtrières est observée, ils sont en train de vouloir rentrer, indiquent ces membres du gouvernement. Pendant ce temps, la conférence générale anglophone se prononce en faveur d'un cessez-le-feu et appelle le gouvernement à discuter directement avec les leaders séparatistes emprisonnés au Cameroun. Et ceux résidant à l'étranger, vous écouterez le porte-parole de la All Anglophone General Conference dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir une réalité vécue à l'extrême nord du Cameroun, là où plusieurs localités sont les plus pauvres, confrontées à un sous-développement criard, un manque d'infrastructures. Et parlant des infrastructures, ce soir, Duval, nous ferons le point sur la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Après 6 ans de travaux, seuls 40 km ont déjà été exécutés. Énorme retard. Pour quelles raisons? On en parle dans quelques instants. Duval. Voilà donc pour les grandes articulations de cette édition de 20h. On retrouve Cédric Noufélé dans quelques minutes donc pour la grande édition du journal. Pour l'instant, on retrouve la réclame. Juste derrière, donc ce sera le journal et bien sûr la deuxième partie du journal, le débrief avec nos invités sur le plateau, Dr Louison Issouma, Dr Khalil Ndassa Moussa, Salmon Béas et bien sûr Jean-Claude de Youtfils. Équinoxe ce soir de ce mercredi 19 août 2020, deuxième partie avec nos invités, le docteur Louison Issoumba, enseignant de droit public au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, le docteur Khalil Moussa Ndassa. Il est enseignant de droit privé au département de droit privé fondamental à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Salmon Béas,
militant du MRC, et bien sûr Jean-Claude Fils Youth, militant du RDPC. Messieurs, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette situation au Mali. On a écouté dans le journal, tout à l'heure, Luison Issoumba, c'est vous qui aviez la parole, les réactions de la communauté internationale qui condamne ce coup de force au Mali. Tu vois, je voudrais dire que tout démocrate et tout citoyen respectant les normes fondamentales d'un État ne peut que condamner l'acte. C'est-à-dire que je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos prolégoménal que la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections interdit justement la prise du pouvoir, l'accession au pouvoir par la voie de la force. Mais j'ai relativisé mon propos. Pourquoi condamner pourtant, en même temps, on reconnaît que le pouvoir appartient au peuple qui a débarqué le président Ibeka? Oui, justement, je reviens donc pour indiquer que, en réalité, dans le cas de l'espèce, je le disais avec force et vigueur que il faut, lorsque le coup d'État militaire est exercé ou réalisé, il faudrait qu'on prenne en compte l'aspect justement de la restauration de la démocratie et surtout l'aspect justement de sauver le peuple et de sauver l'État. Parce que dans le cas de l'espèce... C'est-à-dire légitimer le coup d'État. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que si le coup d'État peut être de nature justement à restaurer la démocratie, à sauver l'État, à légitimer l'action populaire, je crois que ça mérite d'être fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis je ne suis pas totalement d'accord avec toutes les appréciations ou tous les mots d'ordre qui sont lancés par la CEDEAO et autres. Vous voyez aujourd'hui que l'action qui a été menée par les militaires est une action d'arbitrage. Et les militaires ont pris l'option populaire. La preuve, vous avez vu, toute la population est sortie pour encourager l'option militaire. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que les gens comprennent que si le coup d'État peut être de nature à faire instaurer un régime militaire sans le passer aux civils, là c'est condamnable. Oui. Or, ils ont annoncé clairement qu'il y aura un gouvernement de transition et plus tard, ils céderont la gestion du pouvoir politique aux civils. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais ça, écoutez, tous les régimes militaires qui se sont aventurés à ne pas respecter cette parole donnée, tous ces régimes sont toujours tombés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un autre coup d'État d'un capitaine ou de quelqu'un d'autre qui viendra renverser ce régime militaire. Et connaissant donc le Mali qui a une longue tradition de coup d'État, on peut être pessimiste. Oui, bien entendu, mais Duval, ce qu'il faut clairement indiquer aux téléspectateurs, c'est que le coup d'État n'est pas toujours une mauvaise chose. Ça, c'est l'option qu'il faut quand même dire. C'est vrai, tout démocrate, toute personne qui est légaliste va vous dire non, c'est pas bon. Mais s'il y a un moment donné, le coup d'État, comme je le dis, peut sauver l'État. Et surtout que, regardez bien Duval, c'est l'ultime recours du peuple. Si vous avez un peuple, comme c'est le cas au Mali, qui fait l'objet constamment d'une répression forte du gouvernement, ce qui est évident, c'est que, étant dans l'esprit de cette répression, le peuple ne peut plus aller sur la rue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est compter sur une armée républicaine qui peut, par la voie du coup d'État, restaurer la démocratie et, bien entendu, l'État de droit. Alors, docteur Ndassa, lorsque le peuple et les militaires se mettent ensemble, il ne reste plus qu'au président en poste de jeter le tablier. Oui, absolument. Ça revient à la distinction que nous faisions une fois à l'occasion d'une émission. La distinction qui existe entre l'insurrection et la révolution. La révolution peut être populaire et l'insurrection est portée par l'armée. Mais il se trouve que dans ce cas de figure, on assiste à un mécanisme, une combinaison éclectique entre l'insurrection et la révolution. Parce que dans le cas de figure présent, l'insurrection qui a été menée par les militaires bénéficie en quelque sorte de l'onction même populaire. Et quel que soit qu'est-ce que je voulais dire là, quelle que soit l'importance même de la légalité ou bien le degré de légalité du président qui a été élu, mais il est obligé, n'est-ce pas, de plier les chines face à la situation. Parce qu'on ne peut rien faire face au peuple, n'est-ce pas, qui se lève comme un seul homme. Alors, Jean-Claude Fils, le Salomon Biage d'ailleurs semblait... Est-ce que la comparaison que certains font avec le Cameroun, est-ce que pour vous ça tient? Ça ne tient pas et je vais rester sur le cas du Mali pour l'instant parce que à comprendre très bien le cas du Mali, nous allons comprendre les bases fondamentaux d'une démocratie. Ici, nos deux juristes sont en train de vouloir nous dire que chaque fois qu'on n'a pas une réponse sur le plan légal, on trouvera légitimité sur le plan insurrectionnel. Je dis non.
Et ça, c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, même dans le cadre constitutionnel, il y a un mécanisme pour pouvoir destituer un président de la République. Lequel? C'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est capable, dans le cadre d'une république, de pouvoir débarquer un président de la République. Non, c'est pas le Conseil constitutionnel. Je suis à permettez-moi de vous donner un certain nombre de mécanismes. Permettez-moi de vous donner un certain nombre de formes de mécanismes dans les démocraties. On peut par exemple voter une motion quel type de démocratie? Monsieur Salomon. Attendez qu'il finisse. C'est le Conseil constitutionnel qui a élu le président. Permettez qu'il finisse, vous allez répondre. Je suis en train de vouloir vous donner un certain nombre de mécanismes dans le cadre légal, sans toutefois passer par une insurrection. De quelle démocratie? Quel qu'en soit. Cameroun, Je vais vous dire ceci. On peut voter une motion de confiance à l'Assemblée nationale. Ça peut débarquer un gouvernement et un président de la République. On peut, par exemple, sur le plan constitutionnel, constater qu'il y a une crise institutionnelle. Le Conseil constitutionnel peut bel et bien débarquer un président de la République. On peut, dans le cadre d'une juridiction spéciale, par exemple, condamner un président de la République en fonction. Et la Haute Cour de justice, par exemple, débarquer un président de la République. On n'a pas besoin de prendre des armes. Ok. Et ici... Oui. Si vous le permettez, pour qu'on soit sûr, on a la parole aux juristes sur le plateau, et parce qu'ils ont réagi violemment tout à l'heure, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord. Ils réagissent et puis je vous remets la parole. Donc, c'est vrai qu'il parle des mécanismes de destitution d'un président de la République. On sait qu'il y a des pays comme les États-Unis qui pratiquent un régime présidentiel où on peut, au terme d'une procédure d'impeachment, faire démissionner un président de la République. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Non, ce n'est pas le cas au Cameroun, encore que ça ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a un mélange de genres et de propos dans les développements, n'est-ce pas, de M. Yout. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel de remettre ou bien de remettre en cause la légitimité, n'est-ce pas, d'un président de la République. Le rôle du Conseil constitutionnel, comme on le sait très bien dans toutes les démocraties, c'est de proclamer ou bien le juge électoral. C'est le juge électoral. C'est éventuellement, n'est-ce pas, d'entériner ou bien de proclamer, n'est-ce pas, les élections. Et il veille également à la régularité. Alors maintenant, concernant la motion de censure, c'est le propre des régimes parlementaires. C'est le propre des régimes parlementaires. C'est-à-dire que c'est une question de confiance qui peut être évoquée devant le Parlement. Et encore que, par rapport, il y a des questions qui sont susceptibles d'être éclairées, mais ce n'est pas le prétexte, ce n'est pas le lieu par rapport au régime exactement du Cameroun, qui n'est pas un régime parlementaire. Mais je crois que c'est un régime beaucoup plus semi-présidentiel ou bien un régime présidentiel. Selon les textes. Sous le contrôle du texte. Dans la pratique, c'est un régime présidentialiste. Donc, vous répondez, puis je remets la parole à Jean-Claude Fissu. Il faut faire très attention. Ce sont des questions extrêmement sensibles pour lesquelles il ne faudrait pas se prononcer de manière hâtive. Vous savez que quand il évoque la question de confiance est un mécanisme de contrôle de l'activité gouvernementale et qui s'inscrit dans la logique d'un régime parlementaire. Et je dois vous avouer que la question de confiance au Cameroun est une question facultative, que la Constitution, article 34, confère au Premier ministre d'engager la responsabilité politique devant le Parlement. Et ce n'est qu'à l'occasion, au terme... Et même, il faut savoir qu'au Cameroun, le président de la République est politiquement irresponsable. Il ne répond pas. Absolument. Sa politique est défendue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et à partir de là, même la motion de censure, vous savez que la motion de censure est d'origine parlementaire et elle se manifeste à travers les questions orales écrites, la mise en place d'une commission. Donc ça ne peut en aucun cas amener le président à démissionner. Nous avons des hypothèses qui peuvent déboucher à la constatation de la vacance, la démission, l'empêchement définitif et le décès. Même si le mécanisme de constatation demeure compliqué sur le terrain de la pratique, je l'ai déjà évoqué ici. Mais reste que dans des pays comme les États-Unis, comme on a indiqué, il y a les procédures d'impeachment. La procédure d'impeachment aux États-Unis n'est pas une procédure politique, mais c'est une procédure, j'allais dire, pénale. Parce que la nature des infractions qui sont commises par le président, par exemple, le président Andrew Johnson, cambrouiller les bureaux du Parti démocrate, on estime que là, c'est une
c'est une faute grave et qui porte, c'est une autre. Oui, l'affaire du Watergate. Très bien. Alors, je redonne la parole à Jean-Claude. Maintenant que la précision est faite sur cela, Jean-Claude, vous terminez votre... Il n'y a même pas de précision qui a été faite parce qu'en réalité... C'est pas possible, il n'y a pas eu de précision parce que je croyais que les deux docteurs vont nous dire ici que sur le plan légal, on ne trouve pas des voies de destitution d'un président de la République en fonction. Non, c'est juste... Non, vous n'avez pas suivi. Vous avez dit ceci. Non, monsieur, vous avez dit ceci que le Conseil constitutionnel... Je n'ai pas dit que le Conseil... Non, c'est ce que vous avez dit. Je parle de l'ensemble des mécanismes. Non, c'est pas ce que vous l'avez dit. Donc, j'étais en train de dire que l'ensemble des mécanismes possibles qui puissent exister sur le plan légal. Ça n'existe pas au Cameroun. Monsieur Salomon, sachez vous calmer. Bon, alors, donc, j'étais en train de vouloir vous dire qu'on n'a pas besoin de prendre des armes lorsqu'on n'est pas d'accord sur le plan du bilan politique d'un président de la République qui a été légalement, légitimement élu. Bon, dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'armes. Et ici, j'ai suivi, un juriste nous dit que le peuple n'avait plus d'autre voie de recours que faire appel aux militaires. Où vous avez observé que le peuple malien a donné mandat à l'armée d'aller parler en son nom? Vous avez vu ça où? Vous avez vu le peuple malien demander à l'armée de pouvoir restaurer sa voix ou bien sa démocratie? Non. Alors, ici, vous avez observé, même dans le cadre donc, de ce journal, que l'ensemble des putschs qui ont été orchestrés et organisés au Mali, nous avons la même rengaine. De la part des putschistes. Nous sommes en train de vouloir restaurer au nom du peuple et après nous allons quitter, nous allons organiser un gouvernement de transition. C'est la même rengaine. Mais je vous dis que tout démocrate ne peut pas cautionner cela. La preuve en est que on se félicite du fait que la communauté internationale a condamné fermement le coup d'État. Et il est question ici qu'on ne doit même pas dire que parce que il y a eu une contestation, ça peut arriver dans tous les régimes. Mais si tous les régimes tombent de par la rue, on va entrer dans une gouvernance de rue. Et c'est ce que le MRC, par exemple, encourage dans ce pays. Ok. Alors, Salomon Béas, pour lui, il n'y a pas de parallèle à faire avec le Cameroun. Je prends le Cameroun très au sérieux. C'est pour ça que j'avais dit que malgré toutes les difficultés qu'il y a au Cameroun, je n'irai jamais en exil. Je ne vais jamais aller en aventure. Parce que je prends ce pays très au sérieux. Alors, quand M. Youd nous offre un spectacle presque souillant de ce qui ne connaît même pas le fonctionnement des institutions du Cameroun, c'est à poser la question... Nous parlons du Mali. S'il vous plaît. Nous ne parlons pas du Cameroun. S'il vous plaît. C'est à poser la question de savoir quel est le type, quel est le profil des personnes qui siègent au sein du RDPC. Il ne va pas me surprendre. Permettez-moi de faire un petit parallélisme. Son ami, son camarade politique, qui est le ministre de l'administration territoriale, effectivement, va dans le même sens que lui. Quand il désigne de façon unilatérale les présidents de partis politiques, désigne de faire celui-ci président d'un parti et de dissoudre d'un parti politique alors qu'il n'a aucune compétence de le faire. Je suis en train de dire de façon claire que tous les mécanismes qui sont connus pour pouvoir évincer un président de la République, par exemple au Cameroun, sont connus. Par exemple la vacance, qui est connue, et les mécanismes de la vacance. Mais je voudrais dire à M. Youd que quand la démocratie est clairement établie dans un pays, ça voudrait dire qu'il y a l'exécutif et les contrepoids de l'exécutif. C'est-à-dire l'Assemblée nationale d'une part, le pouvoir judiciaire d'autre part, et les partis politiques reconnus comme étant des institutions. Oui, avec la transparence électorale, on pourrait dire que ce type de mécanisme d'accession au pouvoir devrait être contesté. Mais dans un environnement, par exemple, comme celui de mon pays, où nous sommes dans un monolithisme parti-État, comme c'était au Zaïre, dans les années pratiquement 60 en montant, alors, où il n'y a pas de contrepoids, où le régime qui règne, c'est le régime présidentialiste, je voudrais le décortiquer pour que M. Youd comprenne de quoi il s'agit. Bon, ça veut dire un régime dans lequel le président de la République est la justice, il est l'Assemblée nationale, il est l'exécutif et il est le peuple. Ça veut dire que le peuple n'a pas parole. C'est lui qui décide de qui vit et de qui meurt. Alors, quand on est dans un contexte comme celui-là,
on ne parle pas de démocratie, monsieur Youth. Le Cameroun, par exemple, comme le cas du Mali, n'a pas respecté les piliers simples de la démocratie qui voudraient dire la transparence, qui voudraient dire le pluralisme, ça veut dire l'acceptation du contradictoire en matière d'idées politiques, qui voudrait dire le respect, n'est-ce pas, du fonctionnement des institutions et des lois que nous nous sommes fixées, qui voudrait dire le respect des résultats que le peuple a émis en matière de suffrage au niveau des élections. Au Mali, ça n'a pas été respecté. C'est pour ça que ce putsch apparaît comme un putsch qui vient restaurer la démocratie qui était déjà bafouée. Et nous en avons besoin au Cameroun. De façon claire, il faut le dire. Le Cameroun, depuis, est dans un fossé. Et on a logotomisé les gens. C'est un régime kakistocratique. Nous avons besoin de ça pour sortir le Cameroun dans le gouffre qu'il est aujourd'hui. Monsieur Youth, quand vous observez le Cameroun, vous avez l'impression qu'il vit. Et vous venez sur ce plateau accentuer la souillure, comme vous avez toujours fait, et désinformer les gens qui nous regardent au quartier. Nous n'avons pas besoin de ça. Alors, Savon Béat, juste une précision. C'est vous, peut-être au MRC, et vous, qui souhaitez le putsch. Je ne souhaite pas le putsch, je dis. Vous souhaitez quoi? Je précise encore. Le niveau où le Cameroun est arrivé, nous avons besoin que le peuple prenne position, parce que ceux qui nous gèrent sont illégitimes. C'est de ça qu'il est question. Afin que lui n'en ignore. Donc, on va sortir de l'émission en donnant rapidement un point de vue sur un autre sujet d'actualité qui a été développé dans le journal. 6 ans, 40 km d'autoroute. Duval, on peut en rire, mais on peut aussi en pleurer. Vous savez, on a souvent coutume à nous dire que lorsque la route passe, c'est le développement qui suit. Et un projet comme celui de la construction des infrastructures routières n'est qu'un projet qui ne peut qu'amener le Cameroun et tout État au développement. Alors quand une route commence à faire 6 ans sans être réalisée, survient tout de suite un problème de gouvernance qui se pose avec acuité. Et vous vous rendez compte qu'il y a des préalables qui sont mis en place lorsqu'on va engager une infrastructure routière. On règle toutes les questions indemnitaires. On règle tous les goulots d'étranglement qui peuvent empêcher la structure en charge du bitumage de se frotter à des difficultés, à des obstacles. Or, imaginez-vous comment on a vu l'autre jour. On vous dit, c'est à cet instant qu'on cherche à régler les problèmes d'indemnisation qui se sont posés, qui bloquent la structure chinoise de poursuivre sereinement les travaux. Donc moi je dis, il y a des préalables qu'il faille respecter pour que nous ne vivions pas des actes pareils, parce que la route, que c'est le développement, passer par la route, c'est le développement qui suit. Docteur Lassa, ça paraît ridicule, non? Oui, c'est ridicule, c'est même à la limite ubuesque, parce que pour une route qui devait être une autoroute qui devrait être achevée en 2018, parce que le contrat de départ c'est porté sur 4 ans, on se retrouve en 2020, alors qu'on n'a même pas encore achevé la première phase. Et peut-être il faut rappeler, en relation avec la CAN. Voilà, il faut rappeler, bon, oui, en relation avec la CAN, que le chantier, le tronçon de Douala-Yaoundé, c'est environ sur 240 km. Et à ce moment, la première phase, c'est environ ça porte sur 70 km. Et le budget de départ, on était à 240 milliards. Maintenant, avec les surcoûts, l'estimation porte à croire qu'il faudrait prévoir 385 milliards. Donc, vous voyez les conséquences, n'est-ce pas, de l'imprévision et autres. Et ça pose manifestement un problème. Ce n'est pas l'imprévision, docteur. Voilà, donc... l'imprévision, c'est du vol. Ils sont dans la gabegie. Les amis de Monsieur Youth. Monsieur Salman voudrait parler apparemment. Non, c'est vous qui avez la parole. D'accord. Okay. Puisqu'on termine. Ici, avant de répondre à votre question, je rappelle aux téléspectateurs que le MRC vient de faire appel solennel ici au putsch au Cameroun. Et heureusement qu'Equinox s'est dissocié de mais il a corrigé. Cela. Et nous notons que... je suis un homme politique, monsieur Youth. Je n'ai pas peur de parler de mes convictions. Le peuple camerounais voit. Je n'ai pas peur de parler de mes convictions. 59 est passé. Nous sommes en 2020, monsieur Youth. Il dit que heureusement que le peuple camerounais a toujours eu à prendre position et à démontrer où est le sens véritable de ses intérêts. Nous avons un peuple qui s'est prononcé lors des élections présidentielles. Nous venons d'avoir un peuple qui s'est prononcé lors du double scrutin du 9 février 2020. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est le MRC qui nous dira. Bon, je note que vous ne voulez pas répondre. Non, je réponds pour revenir donc dans le cadre de cette autoroute.
vous avez relevé un certain nombre de choses et observé qui ont été développées au niveau du journal. En ce qui concerne, par exemple, la libération des emprises aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est-à-dire que le problème ne portera plus sur les 60 km de route qui sont en travaux aujourd'hui, mais plutôt sur la totalité des 196 km. Parce que je pense que le docteur sait que ça n'atteint pas 200 km. C'est 240 km. Non, c'est 196 km. Au départ, dans le premier cahier des charges, il était question qu'on fasse 2 x 2. On est passé de 2 x 2 à 2 x 3. C'est en intégrant tout cela avec les accoutrements que ça fait 240 km. Non, donc sachez donc maintenant que la longueur de... Oui, la longueur, c'est 196 km. C'est cet élément qui est important. Les emprises sont libérées aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire la phase des indemnisations est globale et non pour la première phase, tout simplement. C'est quelque chose à relever. Vous avez aussi observé que l'entreprise maître d'œuvre a relevé que le relief porte un certain nombre de difficultés qui sont des freins dans le cadre donc, de l'avancée et qu'ils ont pris un certain nombre de dispositions pour que les travaux puissent être accélérés. Et nous avons aussi, il y a aussi quelque chose d'essentiel à relever. Les financements sont aussi dans le sens où le Cameroun a connu un certain nombre de facteurs qui nous ont obligés sûrement à avoir une difficulté, des situations de tension de trésorerie. Voilà par exemple la crise du Nord-Ouest. Nous avons connu du Covid. Nous sommes en train de connaître les défis au niveau des frontières. Tous ces éléments parce qu'il fallait quand même avoir un sens de priorisation des choses. Et sur ce plan-là, le côté de la crise sanitaire a eu à prévaloir sur l'ensemble des orientations. Salmon Béas, ça vous convainc ces raisons? Voilà comment on justifie la forfaiture. C'est effectivement comme ça qu'au RDPC, on justifie la médiocrité à Mondiovision. Et qu'on arrive à justifier que 6 ans après, on n'ait pas pu construire 60 km avec des sommes faramineuses. Oui, c'est vrai, il ne va pas me démentir. Les 2000 milliards de la CAN aussi, c'est dans les poches des individus. C'est pour ça que la CAN a glissé 3 fois à cause du Covid. Il peut aussi justifier ça, mais c'est honteux et c'est à la limite souillant. Aucun pays d'Afrique ne peut démontrer d'un bilan aussi calamiteux que celui que vous avez démontré au Cameroun. Même au Mali où on vient de faire un putsch. Vous avez échoué, monsieur Youd. Vous êtes tombé comme un légume. Et c'est pour ça que je vous dirai de façon claire, sans risque de me tromper, que nous sommes l'alternative parce que vous avez échoué. Soyez courageux. Quand vous parlez d'élection, où dans les circonscriptions, il y a 6000 électeurs et qu'un maire est élu parce que 1500 personnes ont voté, c'est de la Salmon Béas, malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. On va vous remercier, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci au docteur Luisan Issoumba. Merci au docteur Khalil Ndassa. Merci également à vous, Jean-Claude Fissiout. Merci à Salmon Béas d'être venu sur ce plateau. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.